Merci beaucoup, merci Madame Tritter. C'est à mon tour de remercier Dr Farfer et tout le comité d'organisation, déjà pour l'organisation de ce séminaire pratique dans cette belle ville de Nice et de m'avoir invité pour parler de la Covid-19 et plus exactement, que faut-il retenir de nos erreurs? Alors cette réflexion interrogative finalement a plusieurs destinataires. Ça peut être le politicien, les dirigeants, ça peut être l'épidémiologiste modélisateur et bien entendu, ça nous concerne nous, les praticiens, que ce soit hospitaliers ou de libre pratique. Alors c'est une réflexion, à mon avis, qui émane d'un sentiment général qui n'est pas forcément objectif. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez, l'erreur, elle a été longtemps vue comme une faute. Actuellement, elle est de plus en plus perçue comme apprenante. Et rendre l'erreur apprenante, c'est d'abord savoir innover dans l'erreur et revient finalement à utiliser l'expérience des autres. Et je pense que c'est ce qui s'est passé au cours du Covid. À un certain moment, on avait l'impression que tout le monde copiait tout le monde. Alors, ce qu'il manquait, c'est qu'il fallait développer la capacité de relecture de la situation pour pouvoir améliorer. Alors, on va voir si finalement il y a eu des erreurs dans la pratique ou pas, et si ces erreurs, est-ce qu'on a pu est-ce que ces erreurs ont impacté le profil évolutif des patients, notamment en termes de pronostic, et est-ce qu'au fil des temps, notre conduite pratique du point de vue prise en charge thérapeutique a été radicalement modifiée au fil des temps, mais aussi au gré des variants. Alors, c'est une pathologie où il y a eu vraiment beaucoup d'intervenants, les politiciens, les médias, les épidémiologistes, les praticiens hospitaliers, de libre pratique, etc. Alors, à un certain moment, on avait l'impression de prendre en charge deux maladies successives, une avec une prise en charge initiale, parfois ayant comme principal intervenant le patient lui-même en automédication, voire son entourage. Alors cette prise en charge a été vraiment beaucoup influencée par les directives des politiques, les directives des médias et tout ça. Et puis, il y a ce qui nous intéresse, nous, les cliniciens, la prise en charge en milieu hospitalier. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les stratégies qui ont été mises en place justement pour faire face à cette maladie. Du point de vue politique, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste m'intéresser et essayer de centraliser le sujet sur tout ce qui est prise en charge en milieu hospitalier. Bon, je vais revenir un peu à l'histoire. Donc, au tout début, voilà, comme vous le savez, tout a commencé avec cette publication, un 24 janvier 2020, avec cet article apparu dans le New England Journal qui rapportait qu'un certain nombre de patients ayant fréquenté le même marché, c'était un marché, donc au début on croyait marché de fruits de mer, mais finalement il s'est avéré que c'était un marché d'animaux vivants. Ils avaient tous été hospitalisés dans un tableau de détresse respiratoire en rapport avec un agent au début indéterminé, et puis il s'est avéré que c'est un coronavirus qu'on avait appelé le SARS-CoV-2, tout simplement parce qu'il est apparenté au SARS-CoV-1. Alors finalement, tout a commencé au centre de la Chine, donc plus précisément de la ville de Wuhan, et puis le virus, il a diffusé dans le monde entier. Alors, une pandémie est née, liée au coronavirus. 5 ans après l'épidémie d'Ebola, ça veut dire que déjà, normalement, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place des stratégies de lutte, de prévention et de prise en charge de ces maladies émergentes. Et pourtant, une nouvelle pandémie est née. Et de la maladie bénigne et spontanément résolutive au tableau de détresse respiratoire grave et sévère avec une défaillance multiviscérale en rapport avec une tempête cytokinique est née. Donc, tout ceci était à l'origine d'un lourd bilan et tragique humain. Alors, les possibilités à ce que ça soit transmis par voie aéroportée, voire fécale, a accru les inquiétudes. Et puis, parallèlement,
on n'avait pas de traitement déjà à l'époque spécifique à notre disposition. Donc, le seul moyen pour contenir cette pandémie, c'était de développer les moyens non pharmacologiques de prise en charge. Et je pense que c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui a été soutenu et par l'Organisation mondiale de la santé, par tous les dirigeants des pays, par tous les ministres de la santé des différents pays, mais aussi par les médias. Confinement, distanciation sociale, maintien à domicile, le travail à domicile, l'auto-quarantaine, l'isolement des cas positifs. Donc, tout ceci, il y avait un seul but, c'était de limiter le risque de transmission. Alors, parallèlement, nous, dans nos structures hospitalières, donc on a essayé de mettre à la disposition du personnel médical et paramédical des équipements de protection, essayer d'augmenter le nombre de lits d'hospitalisation, surtout en réanimation, essayer de recruter et de former des infirmiers à la prise en charge de ces maladies hautement contagieuses. Donc finalement, tout ceci avait vraiment un impact très important. Un, l'isolement des personnes âgées. Deux, un impact très important sur le personnel de santé. Et là, on le vit très mal. Et c'est ce qui est appelé actuellement le syndrome du post-pandémie. Alors, qu'en est-il de la situation en Tunisie? Alors, nous, on avait adopté une stratégie zéro virus. Donc, donc, comme conséquence, certes, on a pu gagner un peu de temps pour mieux s'organiser, mais le problème avec ces stratégies zéro virus sont à la langue intenable. On finit par s'ouvrir sur le monde et la réalité nous rattrape. Alors, je pense que c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Donc, on a pu gagner quelques mois, 6 mois. Donc, là, je vous montre la distribution mensuelle du nombre de malades hospitalisés à l'ARAPTA. C'est la structure sanitaire là où je travaille. Donc, on a pris en charge en milieu hospitalier 3406 patients entre septembre 2020 et septembre 2021. Donc, 20% de ces patients ont été hospitalisés au service de pneumologie et 14% ont nécessité une hospitalisation en réanimation. Et comme on le voit là sur la figure, donc on a vécu les 3 vagues comme suit. Donc, tout a commencé entre septembre et octobre avec un plateau, donc novembre, décembre, janvier. Et puis, une deuxième vague qui a commencé au mois d'avril. Une troisième vague, donc entre juin et juillet 2021. Donc, on avait à peu près 20% de patients hospitalisés en pneumologie, ce qui correspond à 741 malades. Alors, du point de vue clinique, la Covid-19 peut être assimilée à une planète Covid. C'est une maladie à multiples facettes et d'après les données de la littérature, finalement, c'est une maladie qui évolue dans 80 à 90% des cas, donc sous une forme relativement bénigne, dans le sens où c'est des malades qui vont être soit asymptomatiques ou bien qui vont présenter des symptômes mineurs. Dans 10 à 20% des cas, ils vont nécessiter une hospitalisation dans un milieu de médecine. Et puis, l'hospitalisation en unité de soins intensives, elle peut être donc, elle est aux alentours de 10 à 20%, et cette hospitalisation peut être liée soit à une aggravation secondaire des patients hospitalisés dans un service de médecine, ou les malades qui posaient le plus problème, c'était les malades qui nécessitaient d'emblée une hospitalisation en réanimation. Alors, d'après les données de la littérature, l'évolution est fatale dans 3% des cas. Et puis, si on regarde ce qui s'est passé durant les 3 vagues, du moins en Tunisie, on avait retrouvé les mêmes facteurs de risque, quelle que soit la vague, soit un âge supérieur à 65 ans, les sujets de sexe masculin, ils étaient plus exposés, la présence de comorbidités, notamment le diabète et l'obésité, bien sûr, la présence d'une maladie chronique, que ce soit respiratoire ou cardiaque, et les patients qui sont déjà sous immunosuppresseurs. Donc, en quelque sorte, on retrouve un peu le même profil de gravité chez les patients atteints d'une simple virose.
en dehors des coronavirus. On avait trouvé la même chose dans cette série qui a évalué un peu le profil des patients qui ont nécessité une hospitalisation en milieu de réanimation, en anesthésie réa à la RAPTA. Donc, on avait pareil trouvé des sujets plutôt de sexe masculin, ce qui est en bleu là, et puis c'était des sujets âgés entre 60 et 79 ans. Alors là, on a voulu étudier toujours à l'hôpital, donc on avait pris une cohorte de 245 patients divisés en deux groupes. Le groupe 1, c'était des patients hospitalisés dans le service, 150 malades. Le groupe 2, c'était des malades qui ont nécessité une hospitalisation en réanimation. Pratiquement, on avait trouvé les mêmes données de la littérature. C'était plutôt les malades ayant des comorbidités lourdes et ayant un syndrome inflammatoire très important avec élévation de la CRP et surtout l'élévation des dédimères. Et bien entendu, les malades qui ont nécessité une hospitalisation en réanimation, c'était ceux qui avaient des lésions scanographiques assez étendues. Alors, l'issue était fatale quand même chez 64% des malades et chez les 218 malades qui ont nécessité une ventilation invasive dans la plus grande série, les 400 qu'on a pris en charge dans le service d'anesthésie-réanimation et de réanimation de l'hôpital, on n'a pu extuber que 12 malades. Alors, du point de vue prise en charge thérapeutique, s'il y a eu des erreurs, l'erreur commence par le diagnostic positif. Alors, comme vous le savez, la COVID-19, les patients atteints de COVID-19 ne présentent pas de manifestations spécifiques. C'est vrai qu'il y a le critère, le fait de ne plus sentir l'odorat et le goût, sauf que c'est un critère qui a changé au gré des variants. Et puis, cette banalité des symptômes pouvait constituer un piège fatal pour le malade qui néglige ces symptômes. Surtout au tout début de l'épidémie, on conseillait aux malades de rester chez eux et de procéder à une autosurveillance. Et on sait très bien que au cours de la Covid, il y avait ce qu'on appelait l'hypoxémie heureuse. Donc, j'ai du mal à imaginer comment un malade peut procéder à son autosurveillance. Et puis, dans les épidémies, quand on n'a pas de critères spécifiques pour retenir un diagnostic, donc généralement, on fait appel aux moyens de diagnostic virologique. Or, les tests d'exploration virologique n'étaient pas disponibles en nombre suffisant. Donc, il fallait faire le tri et puis on avait à prendre en charge des malades qui sont diagnostiqués comme ayant la Covid, mais comme ressemblant à des malades qui pourraient avoir cette maladie sans les tests. Alors, l'autre problème, on le sait tous, qu'un malade peut être contagieux 1 à 2 jours avant l'apparition des manifestations cliniques. Donc, même si on va faire les tests virologiques, vraiment, il faut choisir le bon moment parce qu'on peut être soit dans la période de fenêtre virologique où le diagnostic risque d'être faussé. Et puis, quand on voit un peu l'évolution de la virémie, forcément, on voit qu'il y a une diminution, et c'est classique là pour toutes les maladies infectieuses virales, on va avoir une diminution progressive au niveau de la charge virale. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'exactitude d'un diagnostic peut varier selon le moment où l'on prélève l'échantillon au cours de l'évolution de la maladie. Et puis, d'un autre côté, on a 10% des personnes, d'après la littérature infectées, sont responsables de 80% de la transmission du SARS-CoV-2. Donc, moi, je pense que tout ceci était à l'origine de ce fléau avec l'augmentation très importante de ce facteur transmission. Alors, l'apparition des tests antigéniques a permis de rattraper déjà un certain nombre de malades, de réaliser plus facilement le test avec une très bonne spécificité
Et alors, est-ce que ça avait un impact majeur sur la limitation de l'épidémie? Donc, ça reste quand même difficile à, à le dire. Alors, un petit mot sur les anticorps. Donc, juste, ça nous a permis quand même de, notamment pour les patients qui sont hospitalisés dans des tableaux graves, dans les phases tardives de la maladie, de rattacher ces symptômes à cette maladie. La particularité de ces anticorps dans la pneumonie SARS-CoV-2, c'est que les IgG et les IgM s'élèvent en même temps. Du coup, donc, déjà, finalement, se pose la question, est-ce qu'on avait besoin de demander des IgM pour la sérologie ou pas? Donc, à mon avis, non. Et puis, ces IgM, il est classique de dire qu'on va avoir une baisse progressive de ce taux d'IgM qui va pratiquement arriver à un niveau trop bas au bout de 3 mois. Alors, nous, on a réalisé dans le service cette étude sur 108 patients, c'était du personnel de santé, alors infectés par la COVID. Et donc, on s'est fixé comme objectif de voir s'il y avait une corrélation entre l'importance du syndrome post-Covid et le taux des IgG. Donc, finalement, ce taux d'IgG était positif à 3 mois et avec des taux plus importants dans le groupe des patients qui ont gardé un syndrome post-Covid que chez les patients qui étaient à la limite de la symptomatique. Donc, il y avait une corrélation entre la gravité déjà de la maladie initiale et il y avait une corrélation statistiquement significative entre taux d'IgG et le syndrome post-Covid. Alors, dans la prise en charge de cette maladie, on n'avait pas l'impression, du moins que c'est un sentiment personnel, qu'on a raisonné de façon la plus classique possible, quoi, dans le sens où finalement, dans toute infection virale, on a généralement une évolution en 3 stades. Alors, le premier stade, c'est le stade où c'est le virus qui parle, donc c'est la phase de virémie. Dans un deuxième temps, il va y avoir une réaction inflammatoire contre le virus. Et là, il va y avoir un déséquilibre de tout notre système immunitaire. Et puis la troisième phase, c'est la partie qui concerne les lésions tissulaires. Ça, c'est du ressort de la réanimation. Après, si ces lésions vont être réversibles ou pas, il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en jeu. Alors, au premier stade, généralement, il fallait donner des médicaments contre le virus. Au deuxième stade, contre la réaction immunitaire. Et bien entendu, au dernier stade, c'est le rôle du réanimateur qui doit sauver ces gens pour les maintenir en vie jusqu'à ce que les tissus se réparent. Alors, et du coup, on ne peut pas prévoir le même médicament pour les 3 stades de la maladie et je pense que c'est un élément quand même qui est décisif dans les suites évolutives des choses. Alors, et puis d'un autre côté, il était logique et légitime qu'une nouvelle pandémie causée par un nouvel agent pathogène révélerait des lacunes dans les connaissances, allant de la transmission aux complications de la maladie et de la prise en charge à la prévention. Surtout, ce qu'on avait à l'époque, au tout début, c'était des études observationnelles, souvent rétrospectives, avec une petite taille des échantillons, des biais de sélection, des contrôles et suivis qui étaient variables. Et puis, ce qu'on avait testé au début, c'était les médicaments qui étaient disponibles. Et puis, il y avait cette étude anglaise c'était un essai contrôlé randomisé, donc du point de vue méthodologie, donc c'est costaud quand même pour tester les médicaments.
Et là, je pense que c'est cette étude qui a un peu bouleversé les choses parce que jusque-là, c'était des études observationnelles. Là, c'était une étude contrôlée, randomisée sur un échantillon très large de patients, donc 11 000 patients. 175 hôpitaux, centres hospitaliers ont participé à cette étude et le but, c'était d'évaluer l'efficacité de plusieurs traitements contre la Covid et principalement, donc, c'était la dexaméthasone. Et là, cette étude avait montré une amélioration en termes de survie. Alors, chez les patients, justement, qui présentaient une pneumonie sévère, donc à la limite de la réanimation. Et cette étude a été suivie par les données de l'étude européenne Discovery, donc elle est chapeautée par le service d'infectiologie de la Croix-Rousse. Et puis cette étude, elle a rejoint un peu Solidarity, pilotée par les experts de l'OMS. Et là, les recommandations étaient claires et fortes pour le traitement systémique de la corticothérapie à la dose de 6 mg de dexaméthasone ou équivalent pendant 7 à 10 jours chez les patients qui sont atteints de formes graves. Et un objectif secondaire, c'était de ne pas utiliser le traitement corticoïde chez les patients atteints d'infections non graves. Alors, un petit mot par rapport aux bases physiopathologiques pour relever et mettre en valeur l'intérêt de la corticothérapie dans cette pathologie. C'est que, donc, quand on voit ce qui se passe à gauche, donc à gauche, donc le virus, là, merci. Voilà, là, le virus qui pénètre au niveau des alvéoles, il y a une réaction inflammatoire qui, à la limite, va être à l'origine des formes asymptomatiques, voire modérées. Alors, d'un autre côté, cette réaction inflammatoire peut être plus importante avec une augmentation de la perméabilité vasculaire. Le virus va diffuser dans pratiquement tous les tissus, mais l'autre particularité, c'est qu'il va donner une altération des phénomènes de la coagulation. Donc là, on va avoir des formes beaucoup plus graves, beaucoup plus sévères. En tout cas, dans les deux formes, qu'elles soient asymptomatiques, modérées ou sévères, la réaction inflammatoire est là. Alors donc, c'est ce qui explique finalement l'intérêt du traitement anti-inflammatoire chez ces patients. Après, est-ce qu'il fallait le donner uniquement pour les malades graves ou une fois qu'on détecte un syndrome inflammatoire, même en l'absence de gravité? Là, c'était la question et je pense qu'on a eu la réponse après. Alors, après, avec des études justement qui ont montré une corrélation entre la sévérité de l'état clinique et le syndrome inflammatoire biologique, mesuré par l'élévation des différents médiateurs de l'inflammation, à savoir la CRP, la procalcitonine, mais aussi LDH. Alors, et puis, ce qui était aussi important à le dire, c'est que la présence de ce syndrome inflammatoire précède la survenue de la dyspnée. Et on avait conclu que finalement, la corticothérapie, en agissant sur cette inflammation, va entraîner une diminution de la mortalité, va prévenir le recours à la réanimation et va entraîner donc une diminution de la durée d'oxygénothérapie de l'hospitalisation, mais elle va aussi prévenir l'apparition de la fibrose. C'est comme ça qu'on avait pensé et certaines équipes ont essayé la corticothérapie en présence d'un inflammatoire biologique, même en dehors d'une certaine hypoxémie où on avait besoin de mettre le malade sous oxygène. Donc, on avait pratiquement élargi les indications de la corticothérapie aux formes légères. Alors, un petit mot sur l'interleukine 6. Donc, vous le savez que
quand on va avoir une réaction inflammatoire importante, il va y avoir un orage cytokinique. Donc, les IL-6 ont montré leur efficacité en entraînant une réduction de 13% du risque de décès et de 28% le risque de recours à une ventilation mécanique. Et au cours de l'évolution, donc on a vu que ces IL-6 par moment, chez certains patients, notamment jeunes, chez qui la corticothérapie n'a pas donné ses preuves. Donc, nous, en Tunisie, comme c'est un médicament qui coûte cher, je me rappelle à l'époque, c'était pas du tout recommandé jusqu'à novembre 2020. 2020, on avait à prendre en charge des malades jeunes. Donc, il fallait avoir le consentement, essayer de voir comment on peut faire pour justement les faire bénéficier de ce traitement. Alors, qu'en est-il de la Covid et du risque d'accident thromboembolique? Alors, les premiers malades, malheureusement, ils n'ont pas pu bénéficier d'une anticoagulation convenable et les patients décèdent soit dans un tableau de détresse respiratoire aiguë, mais aussi d'accidents thromboemboliques. Et puis, avec les résultats de cette étude autopsie qui a été réalisée en Allemagne avec l'équipe de Hambourg, donc on a pu, et qui ont pu démontrer la survenue fréquente de caillots sanguins dans les veines profondes et dans la circulation sanguine pulmonaire. Donc, on a pu se rattraper après et donner une corticothérapie, donner un traitement anticoagulant à titre préventif en fonction du poids, mais aussi à titre curatif s'il y a une forte probabilité d'accident thromboembolique. Alors, j'ai trouvé cette étude très, très intéressante. C'était une étude prospective qui a été réalisée entre avril et mai 2020 sur une population de patients qui n'était pas très importante, qu'on avait suivi sur 3 mois. Et c'est des patients qui ont bénéficié d'un angioscanner thoracique dès l'admission. Et donc, on a vu que finalement, quel que soit le score de probabilité clinique, donc l'embolie pulmonaire a été diagnostiquée chez 15 malades sur les 106. Donc, du coup, on se posait la question si finalement il fallait demander d'emblée des angioscanners thoraciques pour tous les patients, notamment ceux qui se présentent avec un tableau où il y a une discordance entre la clinique et l'importance de l'hypoxémie. Alors, un petit mot sur ce qui s'est passé chez nous pour vous montrer que les choses changent finalement et on a appris en marchant. Là, c'est le premier algorithme qui a été proposé par l'INEAS, donc c'est l'instance nationale chez nous. Évaluation et d'accréditation. Voilà, c'est là, merci. Alors, où on voit l'équivalent du HAS ici. Donc, pour les patients, alors ce qui était recommandé, vous allez voir qu'après les choses ont évolué. Ce qui a été recommandé au début, c'est que quand on confirme la maladie par un diagnostic virologique et que c'est une forme modérée et que le patient est hospitalisé, on n'avait même pas besoin de demander une imagerie thoracique. Alors, bon, les recommandations étaient claires, donc l'indication du traitement anticoagulant, donc c'était en fonction de l'IMC, et la durée du traitement va dépendre finalement du tableau clinique. Alors, la grande polémique, c'était autour des antiviraux. Alors les 3 études phares. Alors, à savoir le Recovery, l'étude anglaise Recovery, Discovery européenne et puis Solidarity n'ont pas montré un intérêt à donner un traitement antiviral. Donc, on a tous vécu donc cette polémique autour de l'hydroxychloroquine. Tout ce que je peux dire, c'est que
finalement, c'est vrai que dans cette étude, on a l'impression qu'il n'y avait pas une différence statistiquement significative dans le bras des patients qui ont reçu de l'hydroxychloroquine, mais quand on regarde en termes de nombre de patients, quand même, on a pu sauver 3 malades. Donc, on ne peut pas dire une vie humaine, c'est une vie humaine. 3 patients, c'est quelque chose. Donc, on ne peut pas dire que l'hydroxychloroquine ne peut pas avoir un effet bénéfique chez cette population de patients. Et puis, l'autre question, je ne sais pas si vous vous rappelez des différentes phases que je venais de citer. C'est un traitement antiviral. Alors, donc, normalement, il fallait le donner vraiment précocement à la phase de virémie et non pas chez les patients déjà qui sont dans la phase d'orage cytokinique avec des lésions tissulaires à la limite irréversibles. Alors que malheureusement, il n'y a pas eu d'études, à mes connaissances, hein, en ambulatoire, mais publiées. L'ivermectine, il y a 76 études en 2000. Je parle de l'hydroxychloroquine en ambulatoire. Bon. En tout cas, pour les 3 études phares, le message était clair, il n'y avait pas de différence. En tant que modérateur, vous garderez ça pour la discussion tout à l'heure et ne pas perturber l'oratrice. Continue, Pascal. Alors, en tout cas, les conclusions étaient claires des différentes études phares. Il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes, ni pour la mortalité, ni pour la durée d'hospitalisation. Et vous connaissez toute l'histoire que l'étude avait conduit à la suspension du bras de l'hydroxychloroquine des 2 essais, donc de l'OMS, mais aussi de l'essai européen Discovery. Alors, j'ai beaucoup aimé cette figure. Je ne sais pas si vous l'avez vue avant. Oui. Alors là, en bleu, la ligne, c'est l'évolution du virus, de la croissance virale, on peut dire ça? Oui. Donc, de la multiplication virale ou la croissance virale, donc plutôt la jaune au fil des temps. Et là, c'est l'aggravation. Donc, les différentes phases de la maladie, avec les différents tableaux qu'on peut avoir, de la forme légère, asymptomatique, forme modérée et la forme sévère où on va avoir une réaction inflammatoire très importante. Et là, c'est l'évolution, donc au fil des années, de nos prescriptions. Donc, vous voyez que pourquoi le tableau était tragique au début, parce que finalement, on n'avait aucune option thérapeutique dans les 2 premières phases de la maladie en 2020. Alors, 2021, on s'est rattrapé. Il y a quelques indications par rapport au traitement antiviral et puis le traitement immunomodulateur qui a été prescrit dans les formes légères à modérées, mais aussi la possibilité d'avoir une combinaison entre corticothérapie et les autres traitements immunomodulateurs. Donc ça, c'est un peu l'évolution dans le temps de nos prescriptions. Et c'est ce qui explique, donc là, je reviens à notre série de patients. Donc entre septembre 2020 et septembre 2021, on avait pris en charge à l'hôpital 3400. Donc, et puis, on a complété la série. Donc, on voit qu'une décrue, elle semble être amorcée, pourvu que ça dure. Jusqu'à la fin, Inch'Allah, je l'espère, de cette pandémie. Bien sûr, on a pu obtenir ces résultats grâce à l'amélioration de nos connaissances en termes de mécanismes physiopathologiques, fonctionnement de ce virus, mais aussi avec le développement d'une certaine immunité, que ce soit naturelle ou liée à la vaccination. Alors, un petit mot sur les vaccins.
Donc la défiance d'un certain nombre d'un certain groupe de patients ou de sujets était en rapport plutôt avec un manque de connaissance du fonctionnement de ces vaccins, un arsenal technologique qui fait peur. Donc on a pu rapidement, en un temps réduit, fabriquer un nombre important de vaccins. Alors que tout ceci n'était pas, cette défiance n'était pas du tout justifiée parce qu'un vaccin peut être commercialisé à partir de 50% d'efficacité et avec les vaccins contre la Covid, on a des taux d'efficacité allant de 70 à 95%. Alors pour boucler la boucle par rapport au suivi, alors au début on était vraiment méfiants, on exigeait pour annoncer la guérison, on demandait 2 tests PCR à J10 pour confirmer la guérison. Bon, après, il y a eu un assouplissement de ces mesures avec l'amélioration de nos connaissances sur la chaîne de transmission et de la contagiosité. Ça avait un impact quand même considérable sur l'absentéisme au travail. Hein. Voilà, maintenant, avec le nouveau variant, au bout de 5 jours, s'ils sont asymptomatiques, ils peuvent reprendre le travail. Alors, le suivi est assuré au début. Alors, plutôt le suivi au début, les patients n'étaient pas du tout confiés aux médecins de première ligne. Chez nous, les grands absents dans la prise en charge de cette vague au début, c'était les médecins de première ligne. Les dispensaires étaient fermés. Donc, du coup, on conseillait aux patients une autosurveillance, d'acheter les saturomètres, de vérifier la saturation, même chez les patients chez qui on devrait, même chez les patients qu'on devrait garder sous oxygène à domicile. Donc, tout ceci n'était pas du tout évident à gérer et par le patient et par son entourage. Alors, le coronavirus a bousculé les rites funéraires, en fait, partant du principe que le risque de contamination est le même chez un patient décédé que chez le malade vivant. Un protocole d'inhumation très strict a été mis en place, rendant plus difficile le travail de deuil chez les familles. Et les recommandations étaient d'utiliser une housse, je sais que c'est un peu partout, une housse mortuaire étanche et hermétique close, et la toilette mortuaire n'était pas autorisée justement pour limiter le manuportage. Et tout ceci était vraiment difficile à vivre, surtout pour l'entourage. Donc, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que c'est une maladie nouvelle, c'est une maladie émergente. On a eu du tort à la considérer au début, notamment les patients, comme étant l'égale à la grippe. Et puis après, en affinant les connaissances scientifiques, on a amélioré l'approche diagnostique et thérapeutique. Et moi, je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans la phase précoce. Voilà, merci. Merci.